Je crois que la question que vous posez est très importante, c'est qu'on a maintenant des contraintes de transparence. Vous savez que sur les produits que vous achetez, il y a la composition chimique du shampoing, du produit d'entretien, etc. Donc déjà, n'y figurent que les ingrédients qui sont listés sur les registres européens. Et en plus c'est barbare, la nomenclature chimique, personne n'y comprend rien, il faut bien le dire, ce qui ne contribue pas, c'est-à-dire que c'est transparent mais on ne peut pas le lire parce qu'on ne connaît pas. Et donc ça c'est un premier problème. Le deuxième problème c'est que l'industriel se couvre comme ça en affichant les ingrédients, mais premièrement il ne dit pas, et c'est un des problèmes majeurs maintenant, comment ces ingrédients ont été structurés, nanostructurés ou pas nanostructurés. Par exemple, vous achetez des shampoings ou des crèmes solaires, de protection solaire, il y a écrit maintenant qu'il y a du dioxyde de titane dedans. Et il y a du dioxyde de titane dans la majorité des cosmétiques et des produits d'entretien depuis des siècles et des siècles. Mais il se trouve que quand il est nanostructuré, et une certaine forme, il y a deux formes, du dioxyde de titane nanostructuré pose des problèmes. Parce que quand c'est nanostructuré, il y a beaucoup plus d'air de surface par rapport au volume, et donc beaucoup plus de réactivité chimique, et les interactions avec les systèmes biologiques ou avec l'environnement. Et donc le problème que vous posez, c'est le problème des interactions et de l'exposition. Qui entre en jeu dans l'évaluation de la toxicité, ça n'est jamais pris en compte. Et c'est extrêmement difficile. On ne sait même pas, à l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à définir des normes, comme on l'a fait pour REACH, pour la directive REACH, parce qu'on ne sait même pas quels sont les paramètres à prendre en compte quand il s'agit de molécules nanostructurées. Alors comment se fait-il que ces produits se trouvent déjà en vente alors qu'on ne sait pas? Alors qu'il y a 1000 produits sur le marché, plus de 1000 qu'on connaît, mais il y en a sans doute bien d'autres, plus de 1000 produits sur le marché qui contiennent des nanoparticules. Qu'est-ce que ça veut dire, nanoparticules? Nanoparticules, ça veut dire qu'elles ont été élaborées, structurées, fabriquées à l'échelle entre 1 et 100 nanomètres. Un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Et donc ça a la plupart des éléments qu'on connaît bien, du carbone, l'or, l'argent, les sels d'argent, etc. Quand c'est nanostructuré, ça a des propriétés différentes. Par exemple, on les utilisait avant que le mot nano soit... on utilisait par exemple de l'argent comme bactéricide dans les hôpitaux. Le nano-argent, quand il est nanostructuré, donc il a des propriétés bactéricides. Et on utilisait ça pour les pansements dans les hôpitaux depuis longtemps. Donc c'était connu, on ne savait pas que c'était nano, mais c'était connu. Maintenant, c'est utilisé systématiquement dans les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les machines à laver, les sous-vêtements pour chasser les mauvaises odeurs, les chaussettes, etc. Et ça pose des problèmes, parce que c'est une consommation de masse, tandis que dans les hôpitaux, c'est quand même assez... Et comme c'est bactéricide, quand vous faites votre lessive, ça va où? Dans les centrales de retraitement. Où on retraite comment l'eau? Avec des bactéries, justement. Donc si on tue les bactéries, etc., on va en générer d'autres résistantes, etc. Donc il y a, je prends le cas du nano-argent qui est très connu, mais il y a le même problème avec le dioxyde de titane, avec bien d'autres nanoparticules, les nanotubes de carbone, qui existent déjà dans beaucoup d'applications. Mais c'est pas, il ne faut pas se focaliser que sur les nanos. D'une manière générale, l'évaluation de la toxicité des molécules, les molécules et les chimistes ont raison, ils sont utiles parce que les molécules font quelque chose. Elles nous rendent des services. Elles nous guérissent quand on a la grippe ou autre. Et on est bien content quand on a mal à la tête de prendre du diantalide ou je ne sais pas quoi. Et parce que ces molécules, elles ne sont jamais innocentes, ces molécules. Elles ne sont jamais innocentes, elles sont puissantes. Mais il y a d'une part le problème de la dose. Vous connaissez l'origine du mot pharmakon en grec. Pharmakon, ça veut dire poison.
Et c'est à la fois le poison et l'antidote. Et donc les molécules, elles peuvent, suivant la dose, elles peuvent faire le meilleur et le pire, et surtout, comme le disait monsieur, suivant avec quoi vous les prenez. Je voulais revenir sur la chimie douce. En fait, c'est un terme qui est apparu dans un article du Monde dans les années 70, lorsque Jacques Livage, un chimiste reconnu, a parlé de sa quête de chimie plus écologique et de son rêve de remplacer en quelque sorte le pétrole par l'air et l'eau. Aujourd'hui, Jacques Livage dit que son utopie à lui, c'est de faire aussi bien que les diatomées. Alors, les diatomées, vous savez peut-être ce que c'est. Donc, ce sont des petits êtres unicellulaires qui se fabriquent une carapace de silice. Peut-être avez-vous déjà utilisé pour enlever vos taches de la terre de diatomée. Bon, quelquefois, on utilise ça, ça marche très très bien. Et donc, ce sont les résidus de ces carapaces. Et alors, ce sont des êtres exceptionnels qui sont à l'interface du minéral et de l'organique. Donc, à l'intérieur, c'est de l'organique. Et la carapace, c'est de la silice. Le même matériau que le sable, quoi. Extrêmement fin, avec des dessins exceptionnels. Et donc, vraiment, la recherche actuelle de ceux qui veulent, qui la dynamisent, elle est vraiment très, très préoccupée de cette recherche fondamentale. Elle est très, très préoccupée de faire de mieux en mieux, avec économie d'énergie, économie d'atomes, économie de solvants, si possible dans l'eau, température ordinaire, à pression ordinaire, etc. Donc, des conditions extrêmement simples, mais qui sont en fait d'une folle complexité. Parce que ce que le vivant sait très bien faire, donc à pression, température ordinaire, nous ne savons pas toujours faire. Maintenant, pour ce qui est du domaine industriel, je ne suis pas très, très au courant. Oui, je crois que cette chimie qu'on appelle biomimétique a complètement changé le regard des chimistes sur la nature. On a vu d'un seul coup, dans les années 1980, les grands journaux de chimie se remplir de magnifiques coquillages, de magnifiques structures comme les diatomées ou les ormeaux, etc., comme modèle à imiter. Donc la nature est le meilleur chimiste, le top modèle des chimistes. Et ils cherchent à imiter, bon Dieu, si on pouvait faire comme elle, oh la vache. Et parce qu'elle fait en même temps les briques et la mise en forme. Elle ne fait pas d'abord les briques et puis l'assemblage après, elle auto-assemble. Elle fait tout ça mis en forme, à température ambiante, etc. Seulement, la nature, elle a mis 3 milliards d'années pour sélectionner ça. Et nous, on n'a pas 3 milliards d'années. Je veux dire, être chimiste, c'est ça. C'est être passionné par la relation entre le microscopique et le macroscopique. C'est-à-dire s'amuser de ce que telle molécule qu'il apprend à décrypter va certainement avoir telle ou telle propriété et que là, tiens, ça va peut-être connecter. Ce qui fait fonctionner le chimiste, c'est ça. C'est pour ça que c'est peut-être assez hermétique. C'est un regard très particulier sur la matière. Pour moi, la différence fondamentale entre les chimistes et les autres scientifiques, c'est ce regard très spécial qu'ils ont sur la matière. Je ne sais pas, je vous dirais par exemple, je vois une nappe, ok, mais je vois qu'elle est en coton, d'accord, et j'imagine les fibres de cellulose, je les visualise très bien, vous voyez. Le fil de nylon, le fil de pêche, non mais c'est spécial, je vous accorde que c'est très spécial. Le fil de pêche, il a une ténacité formidable, le fil de nylon. Bon, ben, ça m'amuse de savoir pourquoi. Je sais que c'est du nylon 6,6 et que justement les liaisons, les fameuses liaisons hydrogènes, qu'on trouve aussi dans la molécule d'ADN, ben, elles sont tellement nombreuses et tellement bien calées les unes par rapport aux autres que ça va donner une ténacité fantastique au fil. Vous voyez, c'est ça un petit peu être chimiste. Ce regard un petit peu amusé, enfin, on connaît un peu les secrets de la matière, pas tout quand même, mais bon, c'est ça aussi qui nourrit la passion. La passion de l'enseignant et puis la passion du chercheur.